Donc, comme l'a dit ma collègue Myriam, je vais aujourd'hui vous parler d'une revue systématique, en partie, que j'ai réalisée sur l'efficacité des interventions de littératie en santé sur les résultats de santé. Donc, je vais commencer par vous expliquer quelle définition j'utilise pour définir la littératie en santé. Qu'entend-on par information de santé? Pourquoi la littératie en santé est aujourd'hui importante? Je parlerai, mais sans trop m'étendre, sur l'ampleur du problème tant dans le monde qu'en Suisse. Les facteurs qui influencent le niveau de littératie en santé, le fait que la littératie en santé soit un outil d'action pour la santé et comment agir concrètement. Je vais essayer de vous donner des pistes pour pouvoir agir et tenir compte de la littératie en santé dans les pratiques. Alors, qu'est-ce que la littératie en santé? De plus en plus, les individus sont confrontés à une multitude d'informations de santé, en nombre toujours plus grandissant. Parallèlement, la société et le système de santé deviennent de plus en plus complexes. Les individus sont de plus en plus confrontés à des questions et à des décisions en matière de santé, et on leur demande de plus en plus de prendre une part active aux soins et d'être ce qu'on appelle des patients informés, avec des compétences de littératie en santé adéquates, de manière à pouvoir agir sur les nombreuses informations de santé existantes et de pouvoir naviguer dans cet environnement de santé complexe. Mais qu'est-ce que la littératie en santé? Ce sont les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et appliquer les informations de santé. Par accéder, il faut entendre la capacité de rechercher, de trouver et d'obtenir des informations sur la santé. Par comprendre, la capacité de saisir le sens de l'information. Par évaluer, la capacité d'interpréter, de sélectionner, de porter un regard critique sur les informations de santé qui ont été trouvées. Et par appliquer, la capacité de communiquer et d'utiliser l'information de santé pour prendre des décisions éclairées pour sa propre santé. La littératie en santé est un processus, car ces 4 compétences s'acquièrent de manière successive. Et progresser successivement au sein de ces 4 compétences permet de porter des jugements et de prendre des décisions en ce qui concerne les soins de santé, mais aussi la prévention des maladies et la promotion de la santé. Le tout dans le but de maintenir et ou améliorer la santé et la qualité de vie. Mais qu'entend-on par information de santé? Ce sont des informations qui sont de différentes natures et qui concernent, comme je viens de le dire, tous les domaines de la santé. Dans les soins de santé, ce sont les informations qui sont relatives à des sujets médicaux et aux activités de soins. Ce sont par exemple les prescriptions médicales, comprendre la prescription médicale, les informations relatives aux notices des médicaments, les discussions avec les professionnels de santé, les formulaires de consentement, les formulaires sur les antécédents médicaux, les instructions sur la colonoscopie, comme vous l'aviez décrit tout à l'heure, donc les instructions avant examen, et éventuellement les cartons de rendez-vous. Dans le domaine de la prévention des maladies, sont toutes les informations qui sont relatives aux risques pour la santé, comme par exemple le dépistage ou la vaccination. Dans le domaine de la promotion de la santé, sont toutes les informations qui concernent les déterminants de la santé. À titre d'exemple, des informations sur l'activité physique et sportive ou l'alimentation saine et équilibrée. Et enfin, je vais un peu vite. Et enfin, au niveau organisationnel, sont toutes les informations qui sont relatives au fonctionnement du système de santé et au fonctionnement de nos assurances. Alors, outre le fait que ces informations concernent toutes les dimensions de la santé, elles sont également transmises par une variété de canaux et de supports d'information et de moyens de communication vraiment variés. C'est-à-dire que ça peut être des informations orales, comme je viens de le dire, des discussions avec les professionnels de santé, mais pas seulement, également des discussions qui pourraient concerner la santé avec les membres de la famille ou les amis. Ça peut être des informations écrites et visuelles, des informations diffusées au moyen d'une variété d'outils audiovisuels, la télévision, la radio typiquement, au travers de divers supports informatiques et numériques, Internet,
le smartphone par exemple, ou encore des livres qui traiteraient de sujets de santé, des articles de journaux, des magazines qui sont spécifiquement consacrés à la santé, mais pour la population au sens large, ou encore des émissions à la télévision qui traiteraient de sujets de santé. Mais pourquoi la littératie en santé est-elle aujourd'hui si importante ? Parce qu'avoir un bon niveau de littératie en santé a de nombreuses répercussions sur la santé, c'est ce qu'on appelle les conséquences. D'une manière générale, une personne ayant un niveau adéquat de littératie en santé a de meilleurs résultats de santé. Prise de décision plus éclairée, discussion plus active avec les professionnels de santé, meilleure capacité d'autogestion, prévention accrue, adoption de comportements de santé plus positifs, une meilleure utilisation du système de santé et par voie de conséquence des coûts de santé qui sont moindres. Donc, un bon niveau de littératie au niveau de la population augmente la santé globale au niveau de la population. A contrario, de faibles compétences en matière de santé ont de nombreuses conséquences néfastes sur les résultats de santé. Mauvaise santé perçue, tant physique que mentale, plus de maladies chroniques, des comportements et des habitudes de vie plus néfastes, un taux de mortalité accru, moins bonne adhérence thérapeutique, un recours plus important et plus inapproprié aux services de santé et du coup des coûts de santé plus importants. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a été constaté qu'environ la moitié de la population, tant aux États-Unis qu'en Europe, présente un niveau de littératie limité. Ces niveaux de littératie limités se retrouvent principalement chez les personnes socio-économiquement défavorisées. C'est ce que certains ont qualifié d'épidémie de la littératie en santé. Donc, en Suisse, nous l'avons déjà abordé 2 fois, de fait, 45% de la population a des compétences en matière de santé dites problématiques et 9% des compétences insuffisantes. Et seuls 10% des personnes ont d'excellentes compétences en matière de santé. Si on compare par rapport à la moyenne européenne, qui est la ligne juste en dessous de la Suisse, on voit que la proportion de personnes ayant des compétences dites problématiques est légèrement supérieure à la moyenne européenne. En Suisse, les problèmes les plus importants se situent dans la compréhension et l'évaluation des informations de santé qui concernent la prévention des maladies, principalement la vaccination. Mais il est également difficile pour la population suisse d'appréhender les avantages et les inconvénients d'un traitement, de savoir quels examens de dépistage passer, de lire les étiquettes nutritionnelles sur les emballages alimentaires et de savoir quand il faut demander un deuxième avis. Alors, au vu du nombre important de personnes concernées par cette problématique et en vue des nombreuses conséquences négatives pour la santé qu'engendre un faible niveau de littératie en santé, la littératie en santé est vraiment aujourd'hui considérée comme un impératif et une priorité de santé publique. De plus en plus discutée dans les politiques tant sociales que de santé, en Europe comme en Suisse. De plus, la littératie en santé a été reconnue comme un déterminant majeur de la santé des populations par l'OMS. Donc la littératie en santé doit vraiment prendre toute l'attention au niveau santé publique aujourd'hui et notamment prendre une place plus importante dans la recherche. Mais par quoi le niveau de littératie est-il influencé ? Par une multitude de facteurs. Tout d'abord, des facteurs individuels, comme par exemple l'âge. Les personnes plus âgées ont des compétences généralement plus faibles que les personnes les plus jeunes. Par le genre. Désolée messieurs, mais les femmes généralement s'en sortent bien mieux que les hommes. Par des habiletés cognitives, par exemple la vision, l'audition, la mémoire, le niveau de lecture, sont tous des facteurs au niveau de l'individu. La littératie en santé est également influencée par un ensemble de facteurs démographiques et sociaux, typiquement par le statut socio-économique, l'emploi, le revenu et le niveau d'éducation. Les personnes qui ont un statut socio-économique défavorisé ont tendance à avoir des compétences en matière de santé plus faibles. L'appartenance à une minorité ethnique est également un des facteurs. Les expériences antérieures avec la maladie et le système de santé est également un facteur qui influence le niveau de littératie en santé.
Et dernier groupe de facteurs, le contexte et l'environnement. On en a déjà un petit peu discuté tout à l'heure. En fait, vous comprendrez assez facilement que rechercher des informations nutritionnelles sur les emballages des aliments n'est pas du tout la même chose que de recevoir des informations et des instructions pour gérer son diabète au quotidien avec un jargon médical assez compliqué. Ce qui montre qu'une personne peut être compétente, avoir un bon niveau de littératie dans certaines situations, mais vraiment éprouver de grosses difficultés dans d'autres situations, comme par exemple, je ne vais pas reprendre l'exemple du gynécologue, mais quand on se retrouve face à un médecin qu'on ne connaît pas et qui est intimidant, on peut perdre un peu ses moyens et avoir tout d'un coup le niveau de littératie qui, en fonction du contexte, diminue légèrement, ou beaucoup. Donc il faut en fait voir la littératie en santé comme un équilibre entre des facteurs individuels et aussi entre la qualité de l'information disponible, les exigences de la situation et la complexité des systèmes. On sait que les inégalités de statut socio-économique sont l'une des causes fondamentales des disparités de santé. On sait également que les caractéristiques socio-économiques défavorables dont je viens vous parler engendrent, pas toujours, mais souvent, de faibles niveaux de littératie en santé. Et que différents niveaux de littératie en santé sont contributeurs d'inégalités de santé car les différents niveaux ont un impact différent sur les résultats de santé. Et donc, je me suis posé la question de savoir, mais quelle est la place de la littératie en santé au sein de ces trois relations ? J'ai réalisé une revue intégrative de littérature qui a montré que la littératie en santé peut être considérée comme un médiateur partiel entre les facteurs sociaux et socio-économiques d'une part et les disparités de santé. C'est-à-dire que l'influence d'un statut social ou socio-économique défavorisé s'explique en partie par de faibles niveaux de littératie en santé. Ce qui veut dire que la littératie en santé est un facteur modifiable sur lequel il est possible d'agir pour réduire ces disparités de santé et que donc c'est un outil pour atteindre une plus grande équité en santé. Mais concrètement, comment agir ? Puisque la littératie en santé est un fameux équilibre entre les habiletés individuelles et la complexité des situations et des systèmes, il est donc possible d'agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau individuel, au moyen d'interventions simples. Les interventions simples, c'est-à-dire rendre les informations de santé intelligibles et accessibles à tous. C'est ce qu'on appelle les approches universelles ou universalistes. C'est-à-dire qu'elles vont profiter de fait aux personnes ayant des niveaux de littératie plus faibles. Et de facto, on se dit que si elles profitent aux personnes avec un niveau plus faible, elles profiteront à l'entièreté de la population qui a des compétences plus élevées. C'est par exemple, au niveau des interventions simples, la création de supports pro-littératie, avec la simplification des supports écrits, un langage clair, simple, un visuel clair. C'est par exemple la simplification des communications orales avec les professionnels de santé, mais pas que, aussi la simplification des communications orales provenant des bénévoles qui sont directement en contact avec les populations. Donc, je ne vais pas réexpliquer ce que M. Bodenman a expliqué juste avant, mais voilà, en grosso modo, c'est une écoute attentive, c'est une communication claire qui utilise la teach-back communication, et ça passe notamment aussi par la création d'outils qui permettraient d'évaluer dans les soins rapidement le niveau de difficulté de la personne que l'on a en face de nous. En ce qui concerne les interventions dites complexes, une intervention complexe, c'est une combinaison de différentes interventions simples et qui visent, dans le cadre de programmes, et qui visent, elles, à améliorer le niveau de la littératie en santé des populations les plus vulnérables. Ce sont par exemple des séances d'éducation à la santé, sont par exemple des ateliers spécifiques qui renforcent les compétences des personnes à accéder, comprendre, évaluer et appliquer les informations de santé. En termes d'ateliers spécifiques, un exemple qui me vient, c'est en Suisse allemande, il y a un atelier qui est organisé pour les personnes âgées pour leur apprendre à utiliser
les outils informatiques, savoir comment rechercher des informations sur Internet, comment les comprendre et comment faire confiance à ces informations de santé. Donc ça, c'est un type d'intervention complexe. Et l'autre axe sur lequel on peut travailler au niveau des interventions complexes, c'est de développer la littératie en santé dans les milieux d'apprentissage. Donc inscrire la littératie en santé dans les milieux scolaires, mais également dans les programmes d'alphabétisation pour adultes, en intégrant des composantes santé dans ces programmes. En ce qui concerne l'action au niveau des organisations et des systèmes, au niveau macro, ce serait simplifier et augmenter l'accessibilité du système de santé et de la sécurité sociale, par exemple. Et au niveau plus micro, ce serait augmenter l'accessibilité à l'hôpital par un travail sur l'environnement physique, la signalétique pour permettre aux patients et aux personnes de naviguer plus facilement au sein même de l'hôpital. C'est un travail sur les centrales téléphoniques, sur le personnel d'accueil pour vraiment orienter les patients. C'est une offre d'interprétariat pour les personnes qui ne parlent pas la même langue que la langue majoritaire au niveau de l'hôpital. Mais ça passe aussi par la communication écrite. C'est simplifier les formulaires de consentement, simplifier les différents formulaires écrits, les différentes directives, de manière à pouvoir faciliter la navigation encore au sein de l'hôpital. Et comment agir? Là, ce qui est important, c'est de pouvoir privilégier une action en deux mouvements, c'est-à-dire tant au niveau individuel qu'au niveau des organisations et des systèmes. Toujours parmi la population des personnes socio-économiquement défavorisées, parce que vous l'aurez compris, c'est mon cheval de bataille, pour pouvoir agir de manière efficace, il est pour moi important de comprendre les conditions selon lesquelles une intervention de littératie en santé qui vise à améliorer les résultats de santé peut être mise en œuvre. Donc j'ai réalisé ce qu'on appelle une revue systématique. Donc juste pour faire bref, sans rentrer dans des aspects méthodologiques très complexes, une revue systématique est un travail de collecte, d'évaluation critique et de synthèse de la littérature scientifique existante, donc des articles de recherche, le tout réalisé d'une manière méthodologique rigoureuse. Et j'ai réalisé cette revue systématique dans le but d'identifier les composantes, les caractéristiques, les modalités et les ingrédients clés des interventions de littératie en santé efficaces. Alors, pour réaliser cette revue systématique, il fallait trouver des études scientifiques qui correspondaient à des critères bien précis, que l'on appelle des critères d'inclusion. Donc pour ma revue, les critères d'inclusion étaient le fait d'avoir des interventions qui étaient conduites auprès des personnes socio-économiquement défavorisées, des interventions qui leur permettaient d'accéder, comprendre, évaluer et appliquer les informations de santé, et qui visaient l'amélioration des résultats, tant d'un point de vue état de santé au sens large, bien-être, qualité de vie, mais également en termes de nouveaux comportements de santé et d'accès et d'utilisation du système de santé. Les articles de recherche identifiés n'ont été inclus que s'ils avaient une très bonne qualité méthodologique. Et après l'identification de ces articles de recherche et leur évaluation méthodologique, sur 29 000 références balayées, seules 21 études correspondaient aux critères d'inclusion. Imaginez un peu le travail. Parmi ces 21 études retenues, donc, qui correspondaient en tout point à nos critères d'inclusion, seules 14, les 2/3, étaient efficaces. 4 dans le domaine des soins de santé, 6 dans le domaine de la prévention des maladies et 4 dans le domaine de la promotion de la santé. Alors, je ne vais pas toutes vous les décrire en détail, mais juste pour que vous ayez une idée, dans le domaine des soins de santé, on avait un jeu interactif avec des pictogrammes pour les personnes âgées pour apprendre à correctement prendre son traitement. On avait 2 interventions qui étaient des séances d'éducation à la santé en groupe pour l'autogestion du diabète. On avait un programme interactif sur tablette d'aide à la décision, toujours concernant le traitement du diabète. Donc en fait, ici, ce sont vraiment les images issues des interventions. C'est vraiment le programme sur tablette tel qu'il a été délivré pour l'étude scientifique.
Dans le domaine de la prévention des maladies, on avait des programmes de prévention des maladies cardiovasculaires, toujours sous forme d'éducation à la santé, mais cette fois délivrés à domicile. Toujours des programmes d'éducation à la santé pour la réduction des risques HIV en groupe. Un programme de promotion de la vaccination parmi les femmes enceintes via un envoi de SMS. Différentes interventions de sensibilisation au cancer colorectal d'une part, qui combinaient des brochures et des vidéos, et une intervention qui visait à la sensibilisation du dépistage du cancer de la prostate, délivrée en salle d'attente avant de voir le médecin au moyen de 2 brochures différentes. La dernière, en ce qui concerne la prévention des maladies, une intervention de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, réalisée au moyen d'un environnement pro-littératie, c'est-à-dire qu'il était délivré dans les salons de beauté, délivré par les esthéticiennes elles-mêmes, et tout était organisé dans le salon de beauté pour stimuler les discussions et sensibiliser les clientes au dépistage du cancer du sein. En ce qui concerne la promotion de la santé, ici, un programme informatique interactif qui faisait la promotion de l'alimentation saine et équilibrée. Donc là, encore une fois, sont les vrais visuels de l'intervention. Des séances de coaching par téléphone pour la promotion de modes de vie sains. Encore une fois, nutrition et activité physique. Ici, une combinaison de sessions de groupe d'une part et de coaching individuel pour une bonne santé cardiovasculaire avec la création d'un guide, d'un vrai guide d'intervention à destination des participants qui donnait plusieurs informations sur les problèmes cardiaques potentiels, des exercices physiques à faire, des bonnes habitudes alimentaires, vraiment ce genre de choses pour préserver sa santé cardiovasculaire. Et dernière intervention efficace, un site internet qui faisait la promotion, qui avait pour objectif d'amener les femmes après la grossesse à reperdre du poids et à revenir à leur poids d'avant grossesse. Mais vous allez me dire, toutes ces interventions sont très différentes, ont des formats vraiment très très différents, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun qui fait qu'elles fonctionnent et qu'elles sont efficaces? En fait, la revue systématique m'a permis, parmi ces interventions efficaces, de dégager 5 composantes opérationnelles clés qui, si elles sont présentes au sein des interventions, contribuent à une plus grande efficacité. C'est-à-dire que les interventions les plus efficaces sont celles qui sont culturellement adaptées, qui soient personnalisées au niveau individuel, qui permettent le développement de compétences spécifiques, qui incluent l'établissement d'objectifs santé à atteindre et qui incluent également des discussions actives avec un intervenant. Je vais maintenant vous décrire un tout petit peu plus en détail ces 5 composantes opérationnelles. Une intervention culturellement adaptée, c'est une intervention qui est spécifique au groupe ou à la communauté à laquelle elle s'adresse. Donc là, on est typiquement au niveau communautaire. C'est-à-dire que c'est une intervention qui est adaptée aux priorités, aux besoins, aux préférences, aux normes et valeurs culturelles du groupe cible. Penser une intervention de littératie en ce sens, ça paraît très prometteur car elle permet de tenir compte de certaines barrières financières, géographiques et communicationnelles notamment, mais elle permet également aux participants de se sentir vraiment impliqués et de vraiment s'identifier à l'intervention qui leur est proposée. On peut aisément comprendre qu'une intervention qui ne serait pas congruente avec la langue parlée du groupe cible engendrerait des problèmes de compréhension du contenu de l'intervention, qu'une intervention qui ne serait pas congruente avec l'ethnicité des participants pourrait rencontrer des résistances en raison de valeurs culturelles et de normes qui ne sont pas les mêmes, une intervention non congruente avec le statut socio-économique des participants pourrait rencontrer certains obstacles, notamment des obstacles en termes d'accès aux ressources qui seraient nécessaires à l'intervention. Et par exemple, des interventions qui ne tiennent pas compte du lieu de domicile, comme ce qui était le cas dans la revue systématique, c'est que, par exemple, une intervention délivrée en milieu urbain, mais qui s'adresse à une population rurale, peut rencontrer des problèmes de participation et d'adhésion en raison tout simplement de barrières géographiques. Mais par quelle stratégie faire du culturellement adapté? Alors, juste quelques petits exemples tout simples.
Si l'intervention propose des supports visuels, ce serait d'utiliser des illustrations qui permettent de refléter directement les normes et les valeurs du groupe cible et qui permettent aussi aux participants de s'identifier rapidement à l'intervention. En fournissant des informations de santé et des messages de santé, par exemple des données épidémiologiques ou des données sur les facteurs de risque qui concernent particulièrement la population cible et pas la population générale, pour encore une fois se sentir plus concerné par les messages de santé délivrés, en adaptant tout simplement le matériel didactique de l'intervention à la langue des participants, et en ayant recours à des personnes issues du même groupe ou de la même communauté comme intervenants. C'est-à-dire, par exemple, dans les interventions d'éducation à la santé, avoir un recours à des personnes qui vivent la même maladie. Je vis la même expérience. Ou recourir à un intervenant qui fait partie de la même origine ethnique, ce qui permet à nouveau d'augmenter le sentiment d'appartenance. D'un point de vue théorique, un des moyens à utiliser pour créer une intervention culturellement adaptée, c'est d'utiliser les techniques et les designs participatifs comme les Community-Based Participatory Research, qui en fait ont pour but d'impliquer tous les acteurs concernés dans la création d'une intervention ou d'un projet, et notamment les personnes de la population cible, car elles doivent être vraiment considérées comme partenaires de recherche ou des partenaires d'intervention dans ce cas, parce qu'elles ont une expertise de leur situation et qu'elles sont les plus à même de déterminer quelles sont les priorités d'action, quels sont leurs besoins et quelles sont leurs préférences, et les plus à même aussi de dire selon quelle modalité l'intervention doit être délivrée. Donc avec cette première composante opérationnelle, on était dans une approche centrée sur la communauté. Mais maintenant, avec la deuxième composante opérationnelle que j'ai pu identifier, qui est la personnalisation de l'intervention au niveau individuel, nous sommes dans une approche centrée sur la personne. Donc l'intervention doit bien être adaptée à deux niveaux, au niveau de la communauté et au niveau de l'individu. La personnalisation au niveau individuel, c'est-à-dire qu'il s'agit de fournir des informations de santé individualisées aux participants, selon ses besoins, ses préférences, donc de fournir du contenu spécifique. Mais au-delà du contenu spécifique, il faut également pouvoir délivrer l'intervention selon la modalité préférée du participant. Certaines personnes préfèrent recevoir des informations de manière visuelle, avec l'utilisation de pictogrammes. D'autres sont plus auditives, donc préfèrent par exemple recevoir des informations de santé par des messages vidéo. D'autres préfèrent tout simplement les supports écrits. Donc c'est une adaptation au niveau individuel, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la modalité de délivrance. Troisième composante opérationnelle clé, c'est le développement de compétences spécifiques. En anglais, on appelle ça skills building ou skills training. C'est-à-dire que, outre les 4 compétences principales de littératie en santé, qui sont accéder, comprendre, évaluer et appliquer les informations de santé, la littératie en santé peut être considérée comme une constellation de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des compétences parallèles qui gravitent autour des 4 compétences principales et qui sont essentielles pour appliquer adéquatement les informations de santé et naviguer au sein du système de santé. Ces compétences parallèles sont par exemple la pensée critique, les compétences de communication, d'autogestion de la maladie, les compétences de prise de décision, des compétences de résolution de problèmes ou encore l'auto-efficacité. Mais il y en a d'autres. Il est important dans les interventions de littératie en santé de soutenir le développement de ces compétences parallèles spécifiques pour que les personnes puissent pleinement appliquer les informations de santé et ainsi changer de comportement. Quatrième composante opérationnelle clé, c'est l'établissement d'objectifs de santé à atteindre pendant l'intervention. C'est à nouveau une approche centrée sur la personne et qui est congruente avec la personnalisation de l'intervention au niveau individuel. Établir des objectifs de santé personnalisés à atteindre au cours de l'intervention est en fait un moyen de traduire les informations de santé en action et en nouveaux comportements de santé. Et indirectement, établir ces objectifs permet aux individus d'être pleinement acteurs de leur propre santé. Enfin, dernière composante opérationnelle clé identifiée par la revue systématique sont les discussions actives avec un intervenant.
Par intervenant, j'entends un professionnel de la santé, mais pas seulement. Ça peut être les pairs, donc un membre de la même communauté, la famille, les amis. Mais le fait d'être d'avoir vraiment un contact direct avec un intervenant est très important. Ces discussions avec l'intervenant peuvent être individuelles, elles peuvent être en groupe, elles peuvent être en face à face, elles peuvent être par téléphone, au moyen d'outils numériques. Et c'est une forme de communication qui est centrée sur la personne. L'interaction, apparaît vraiment comme très importante car elle permet de poser des questions, de demander des clarifications, d'obtenir un feedback et de s'assurer par l'intervenant que les informations ont été bien comprises. Mais outre ces 5 compétences opérationnelles clés, de quoi faut-il également tenir compte pour développer des interventions efficaces ? Il faut que les interventions soient ancrées dans de solides fondations théoriques. Les conclusions de la revue systématique montrent que les interventions qui sont basées sur des théories, principalement dans mon cas de la revue systématique, sur des théories de changement de comportement, apparaissent comme plus efficaces que les interventions qui sont athéoriques. Et en termes de modalités d'intervention, je vous ai montré que les interventions au sein de la revue systématique prenaient vraiment des formes très variées. Donc, il n'était pas possible de pouvoir déterminer quelles étaient là ou les modalités d'intervention les plus efficaces. Cependant, ce que j'ai pu constater, c'est que les interventions multicomposantes, complexes, multifacettes, qui combinent un support d'information, peu importe, écrit, visuel, vidéo, interactif, je vais vraiment trop vite, et qui combinent des discussions actives avec un intervenant, sont plus efficaces que les interventions à modalité unique. Dernière chose, les interventions de littératie en santé apparaissent aussi plus efficaces si elles sont délivrées de manière régulière, c'est-à-dire si elles ont plusieurs séquences ou des contacts récurrents, que si elles sont délivrées qu'une seule et unique fois. Donc pour conclure, je dirais que qu'il y a une multitude d'informations auxquelles sont confrontés les individus actuellement, pour lesquelles il est important d'avoir un niveau de littératie en santé adéquat. Comme je vous l'ai expliqué, la littératie en santé est une priorité aujourd'hui de santé publique et qui peut être utilisée comme un outil d'action en santé pour atteindre une plus grande équité en santé. Que l'action possible l'est à plusieurs niveaux, au niveau individuel, mais au niveau également des systèmes et des organisations. Et que les interventions prometteuses et les plus efficaces sont celles qui tiennent compte des 5 compétences opérationnelles clés dont je vous ai parlé, qui sont basées sur de solides fondements théoriques et qui combinent plusieurs modalités d'intervention. À vous de jouer maintenant.